Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc commençons rapidement. Nous avons quelques problèmes logistiques, nous avons dû intervertir nos présentations. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité et je vais focaliser sur les cas réels, les cas d'usage réel. Donc, une petite introduction. Je m'appelle Johannes, je suis responsable de tous les composants de sécurité. J'ai un compte Twitter, j'ai un SMS si vous voulez me parler. Donc voilà, maintenant, d'abord, je vais vous parler des systèmes d'authentification pour avoir une meilleure vue générale des classes que nous avons, ce qu'elles font et quelles sont les interdépendances qu'elles ont et les interfaces. Ensuite, on va parler des systèmes d'autorisation très rapidement. Quelles classes on a, qu'est-ce qu'ils font. Ensuite, on va parler, comme la plupart de la session, des cas réels d'utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut appliquer ces composants sécurité à certains besoins que vous avez dans vos applications? Donc, on va commencer avec les systèmes d'authentification. Ça commence avec les programmes d'initialisation des pare-feux qui nous permet de vérifier quelle configuration j'en ai besoin pour la requête qui est demandée. On fait ça en chargeant une cartographie de pare-feu qui vous aide à configurer la sécurité. Quel programme d'initiation vous avez, qu'est-ce que vous voulez utiliser comme gestionnaire, etc. Et nous avons donc un groupe de programmes d'identification qui vous donne tous les aspects sécurité de votre requête. Donc, la plupart des choses des programmes d'utilisation font, c'est qu'ils vérifient ce que peut faire sur la demande, est-ce que peut partager l'information à partir de la requête posée qui est pertinente pour l'authentification, le nom d'utilisateur, l'identification, l'identité, les mots de passe, etc. Et ça permet d'arriver au token. Ensuite, on a le fournisseur d'authentification qui analyse les tokens et qui vérifie si c'est quelque chose qu'on peut valider, qu'on peut authentifier, et qui prend le nom de l'utilisateur et qui le vérifie dans les bases de données et qui vérifie s'il existe ou s'il n'existe pas. Et quelles sont les crédentifications de l'utilisateur? Il utilise des fournisseurs d'utilisateurs qui est optionnel, qui n'ont pas besoin en fait d'utiliser cela, mais la plupart du temps, ils le font quand même. Et ce que ce fournisseur donne, c'est une interface par rapport à votre base de données. Ça peut être aussi un stockage de mémoire, mais ce n'est pas particulièrement pertinent là. Et ce qu'ils font, ils utilisent donc le nom de l'utilisateur dans la base de données. Mais c'est quelque chose d'optionnel parce que la plupart du temps, il n'est pas très clair que le fournisseur d'utilisateur est utile ou pas, donc ce n'est pas absolument obligatoire pour des questions de sécurité. C'est tout à fait bien si vous avez un fournisseur d'authentification, ça suffit. Maintenant, à propos des fournisseurs, par moment on parle des fournisseurs d'authentification et d'autres d'utilisateurs, donc c'est véritablement analyser de très près le contexte pour savoir de quoi on parle. C'est deux choses différentes. Ensuite, on a l'encodeur, qui est également optionnel et qui transforme votre mot de passe de telle manière qu'il n'est irréversible. Si vous avez évidemment un passeur. Ensuite, on a le vérificateur d'utilisateur qui permet à l'utilisateur d'entrer, on voit s'il a expiré, si ses caractéristiques sont toujours en existence, et ça vous permet de vous connecter et de ne pas bloquer votre connexion. Mais c'est également optionnel. Ensuite, pendant tout ce processus, si l'utilisateur décide que non, j'aime pas ce token, je ne peux pas le laisser, alors c'est une exception. Et ce qui se passe alors, c'est qu'on va dans le handler de faute. Encore une autre classe, on a la stratégie de session host
Donc, le fournisseur d'authentification l'accepte, il valide l'information qui est contenue dans le token, et donc avec cette stratégie de session host, ce que ça fait, c'est que qu'est-ce qu'on va faire avec cette session? Est-ce qu'on la retire des attributs, ou est-ce qu'on l'autorise? Est-ce qu'on génère une nouvelle session, ou est-ce qu'on laisse tout tel quel? Est-ce que l'utilisateur a le droit d'avoir 5 sessions? Tout cela est fait dans l'authentification. Et on peut aussi créer des exceptions. Donc, quand on continue, si le gestionnaire de succès d'authentification, si tout va bien, donc l'authentification a réussi. Donc, on va dans ce gestionnaire de succès d'authentification qui transforme alors l'authentification réussie, un token dans une réponse, un objet réponse. Et ça ne concerne que très peu de cas. Encore une chose, c'est que, souvenez-vous de moi, si vous avez déjà eu la réponse, et une réponse couronnée de succès, donc les différents services de souvenir-moi, voulez-vous modifier cette réponse? Voulez-vous ajouter des cookies? C'est une possibilité de le faire à ce moment-là. Deux autres choses que je veux vous noter, c'est le gestionnaire de login. Est-ce que je peux ajouter quelques cookies? Est-ce que je veux annuler cette session? Est-ce que je veux générer la réponse que vous voulez afficher? Qu'est-ce que vous voulez afficher? Est-ce que vous voulez rediriger la réponse? C'est à peu près tout sur le système d'authentification. Ça a été assez rapide. Maintenant, le système d'autorisation. Nous avons 3 points d'entrée. L'une des choses est de l'écoute. Le programme d'initiation d'accès. Est-ce que c'est basé sur IP? Et puis, évidemment, on a encore un autre point d'entrée qui est le contexte sécurité. Et le contexte de sécurité peut être appelé de n'importe comment sur votre code, par votre contrôleur ou par n'importe quoi. Si vous allez dans ce contexte sécurité qu'il voulait accorder, c'est un point d'accès. On peut également vérifier vos templates pour voir si c'est accordé ou pas. Donc, c'est toujours à travers ce contexte de sécurité. Une dernière chose que vous pouvez peut-être pas au courant, c'est l'intercepteur de méthode de sécurité. Si vous utilisez une notation ou si vous utilisez d'autres vérifications, ça va à travers cet intercepteur de méthode de sécurité qui vous permet de générer des proxys. Et c'est tout ce que vous avez à savoir là-dessus. Maintenant, quand on utilise ce genre de fichiers, vous pouvez voir ce que sont les interprétateurs. On a également un gestionnaire de décision d'accès qui reçoit les requêtes et qui réfléchit à ce qu'on va en faire. Est-ce que on va autoriser cette requête ou est-ce qu'on va la refuser? Et ensuite, il y a le voteur, un système de vote, où il y a différentes stratégies de vote. Et le gestionnaire d'accès dit, est-ce que vous voulez que cette motion soit acceptée? Est-ce que vous voulez accorder l'accès? Est-ce que vous voulez le refuser? Il y en a 3. C'est le voteur ACL. Nous avons le voteur rôle et le voteur authentifié, qui est basé sur le niveau de confiance que l'on assigne à cette app. Donc, il y a différentes classes. Donc, le voteur utilise une cartographie de permission et d'autorisation, qui est une traduction de ce qui est en lecture.
tout ce que vous avez en tout cas. Et avec un masque, peut-être vous ne voulez pas l'utiliser dans votre code. Très efficace pour stocker les bases de données autorisées. On a également le fournisseur ACL qui sait quel ACL existe pour chacune de requête. D'autres classes, mais je ne vais pas les détailler, comme la stratégie d'accès et d'autorisation. Il y en a d'autres. Nous avons aussi le voter role, ce qui utilise une hiérarchie rôle. Donc on a donc le voter role, comme je vous l'ai dit, qui en interne utilise une hiérarchie rôle qui vous permet d'utiliser du champ quel est le rôle d'administratif ou quel est le rôle d'éditeur, quel est le rôle de publication. Donc c'est une attribution des rôles. Nous avons enfin le voteur d'authentification. Est-ce que l'utilisateur est parfaitement identifié? Est-il anonyme? Est-ce que c'est un remember? Souvenez-vous de moi. Et c'est aussi un niveau de confiance qui vous permet de mettre des niveaux d'accès autorisés. Puis il y en a encore un voteur que je veux vous montrer, parce que celui-là est un peu plus intelligent que les autres. C'est le voteur expression qui remplace tous les trois autres que nous avons mentionnés auparavant. Et ce qui est important de savoir ici, c'est que dans le système, si on a une requête d'accès, ce que le manager doit faire, c'est de demander à tous les votants ou doit télécharger tous les voteurs pour prendre une décision d'accès. Donc, si on a l'ACL, il faut dérouler toutes les dépendances de vote, ce qui prend du temps. Donc, le voteur d'expression parle directement aux différentes classes d'accès et pas exclusivement à la façade de ces classes. Et là, une chose encore, c'est que ça fait du lazy load. Donc, si vous n'avez pas de vérification qui va dans le système ACL, ça ne chargera pas le système ACL. De quelques codes, par exemple, que j'utilise, les voici, les voilà. Like if we have a controller class, let's call it post controller. Par exemple, si on a un contrôle classe, appelons le post-contrôleur, et on a deux vérifications, le post-edit action, et on utilise cela pour vérifier que l'utilisateur a accès ou pas. On veut l'identifier, on veut voir s'il est authentifié, ou on a également la permission d'édit et de poste. En ce cas, si on écrit quelque chose de cet acabit, ça ira directement au mode voteur d'expression qui vérifiera les niveaux successifs d'authentification et les niveaux de confiance à accorder à l'utilisateur. Est-ce que c'est, souvenez-vous de moi, ou est-ce que c'est fully flash? Et si ça ne marche pas, et s'il y a une erreur, ça s'arrêtera là et ça n'autorisera rien de plus. Si tout marche, si on a par exemple quelque chose de cet acabit, post-edit alternative, action alternative, et si on veut faire ça en ligne, contexte de sécurité avec une propriété par exemple. Basically, if you only write this, which is equivalent to the is authenticated expression. Si vous n'écrivez que cela, ce qui est l'équivalent de ce qui est au-dessus du premier exemple, si vous écrivez ça, ce qui se passera, c'est que ça chargera tout le système ACL
toute la hiérarchie, bien qu'il n'en ait pas besoin, mais il va charger tout. Donc il est assez important, si vous travaillez avec ce système, il est mieux d'aller sur le voteur expression plutôt que d'utiliser ce qui est au-dessus. En tout cas, ce qui concerne la performance. Bon, alors maintenant, nous allons passer au cas réel. Les cas d'usage, avec les questions que vous m'avez envoyées ou qu'on m'a demandé de nombreuses fois quand j'ai fait quand j'étais consultant ou que j'ai trouvé sur d'autres plateformes. Donc le premier cas, c'est je veux tester mon application au point de vue fonctionnel. Comment est-ce que je peux tester les parties qui ont besoin d'un utilisateur connecté? Dans ce cas, ce que je recommanderais, c'est de rester aussi proche que possible de la méthodologie que vous utilisez habituellement. Si vous utilisez une base HB pour accéder à l'application dans la vie réelle, si vous utilisez ce modèle, utilisez cela aussi dans le testing. Si vous utilisez une autre méthode, utilisez la même méthode dans votre test, parce que ce que vous ne voulez pas, c'est de tester votre application dans une condition qui n'est pas utilisée ou utilisable. Donc maintenant, quelqu'un peut me dire mon testeur est tellement lent que je n'arrive plus à le faire marcher. C'est assez vrai si vous avez plusieurs tests en marche. Ce que je recommanderais, c'est d'aller exclusivement aux tests qui sont essentiels pour les activités corps de vos applications et ranger les autres et qui ne sont pas aussi essentiels et de les utiliser qu'une fois toutes les heures, par exemple. Pour n'avoir pas de pénalité pour vous connecter dans votre application. Deuxième cas, dans mon application, je veux customiser ce qui se passe lorsque l'accès est refusé. Ça a l'air très simple, en fait, c'est une autre réponse que l'on voit, mais en fait, ça réclame quelques vérifications où il peut y avoir quelques erreurs. Ce qui se passe normalement, si votre accès est refusé, c'est que ça allez toujours dans les exceptions, dans les initiateurs d'exception, avec deux qui sont partis sur le point d'entrée et qui sont sur le composant. À propos de ce qui fait l'écoutant sur la sécurité, c'est qu'elle vérifie les exceptions d'identification et les exceptions d'accès refusé. Donc les gens pourront dire, utilisons un autre écoutant d'exception, un autre. S'il y a un problème ici, c'est pourquoi il ne faudrait pas faire ça, c'est parce que ce que vous voyez ici, c'est que cela peut conduire à un refus total d'accès. Non, vous n'avez pas le droit d'accéder à ces accès, vous n'avez pas de permission suffisante, ou il peut y avoir aussi l'utilisateur n'est même pas connecté, donc donnons-lui une chance de se connecter et peut-être après on vérifiera si on peut lui donner ou si on peut refuser l'accès. Donc ça peut aussi aller dans le point d'entrée. L'autre chose, c'est que vous pouvez avoir de nombreux pare-feux, un API qu'on veut protéger et une page normale ou une page d'accueil qu'on veut protéger. Donc, quand vous utilisez un écoutant d'exception, c'est quelle partie de la requête est refusée? Quel pare-feu utilisons-nous? Quel pare-feu? Donc, il peut y avoir des erreurs là-dessus. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle vous devriez pas faire. Il y a quelque chose de mieux de toute façon. Et c'est le gestionnaire d'accès refusé qui transforme une exception dans un objet réponse. Et si on veut interchanger les réponses données à l'utilisateur, il faut toujours passer par là. Je crois qu'on a également quelques exemples. Oui.
Donc c'est tout très simple. Voilà une méthode qu'il faut mettre en œuvre, l'objet requête, le non-exception, et ce qu'il faut faire, c'est autoriser la réponse. Si vous êtes API, vous pouvez dire je veux travailler dans un autre système, c'est tout à fait possible, comme vous le voyez à l'écran. Ce que j'utilise ici, c'est aussi des annotations. Vous pouvez utiliser le modèle que vous voulez. Donc, on donne l'identité du service. Il faut l'introduire dans la configuration, ce qui est très facilement réalisable. Créer un gestionnaire pour chaque refus d'accès. Encore une chose, je veux repasser là, ce qui n'est pas vraiment lié à la sécurité, parce que je vois que beaucoup de gens n'utilisent pas le public false. Pourquoi? C'est parce que le public false autorise le compilateur d'exception à améliorer votre code pour éradiquer certaines erreurs qui surgissent trop souvent. Donc, si vous pouvez y accéder, n'hésitez pas à le faire. Donc, vous pouvez toujours introduire public false et ça doit vous solutionner vos problèmes. Maintenant, on a besoin donc d'un gestionnaire d'accès refusé et une configuration. Vous voyez également, on utilise de nombreuses fois dans des composants sécurité. Donc maintenant, nous allons passer au cas numéro 3. Dans mon application, je vais utiliser un système ACL et savoir si les meilleures pratiques sont intégrées. Est-ce que je dois vérifier mon contrôleur? Est-ce que je dois plutôt utiliser autre chose ou d'autres approches? Donc moi, ce que je recommande ici, pour un check ACL de base, c'est d'utiliser les écoutants de base. Voilà un exemple par exemple. L'initiateur là. Donc, je suppose que vous utilisez Doctrine, mais on peut travailler avec d'autres après update ou je ne sais pas quoi. Aucun problème. Assurez-vous que le listener fonctionne au premier point d'entrée. Ce que je regarde ici, c'est tous les événements. C'est très facile de réinjecter le gestionnaire de sécurité, le contexte de sécurité, et vous utilisez expression pour vérifier si l'utilisateur est autorisé à accéder aux différentes entités. Pourquoi est-ce qu'il faut procéder par cela et pas dans votre contrôleur? C'est très simple, c'est parce que si vous procédez ainsi avec un écoutant, il y a moins de chances de rater quelques entités et d'avoir des changements que vous n'avez pas prévus sans votre désir. Si vous ne procédez pas ainsi, il peut y avoir des cas où il y a des erreurs qui persistent. Donc, il vaut mieux procéder ainsi, vous éviterez les erreurs persistantes et tout cela sera une gestion automatique. Donc, même si vous ne voulez pas scorer un objet, mais si vous voulez vous savez que le gestionnaire d'entité est conscient de ça, même si ce n'est pas quelque chose de persistant, ça peut arriver. Donc, avec cette approche, il y aura moins de risques d'autoriser un utilisateur sans le vouloir. En tout cas, si on fait cela, il peut y avoir des problèmes dans certaines applications parce que, par défaut, vous n'avez pas un contexte de sécurité satisfaisant. Ce qu'il faut faire donc, c'est ajouter quelque chose qui est une ligne. Il faut préciser avec le contexte par défaut dans votre répositoire. Il faut ajouter une ligne
token that you want to use there. qui The vous reason autorise why un this is contexte de not sécurité in there by default is basically that we would et introduce d'indiquer upfront le on the token par console. défaut que vous voulez On the- utiliser. Like you could not Ce deactivate n'est the pas security nécessairement là par bundle, défaut, c'est simplement otherwise, parce like qu'on then you veut would have introduire un exceptions because the couplage security context service does not exist. So you have dans to le add that bundle de line, sécurité. yourself. And we cannot do it Sinon, for il y you aura des exceptions beforehand. parce que le service de sécurité n'existe pas. Okay, how to use that then? If you, I have the default context in my console, but now I'm getting Bon. like let's say you have Comment a fetch feed utiliser command, cela? Eh bien, which, si vous yeah, avez fetches like, un contexte Facebook default, feed ça for a marche user comme or ça. Et something, si maintenant, si and on you a le basically commande have a service fetch, like FeedFetcher, and you call the fetch feed qui va method chercher on par that exemple un feed, fetch like Facebook a pour feed for all users l'utilisateur, that have registered in the il y a le application. FeedFetcher et So vous that's appelez going to be ça la here. méthode FetchFetch Um, pour utiliser cette méthode pour tous les So utilisateurs. fetch Donc feeds maintenant, regardons basically ce qui se getting passe dans all les users services. and then iterating over the users and fetches feeds for them. FetchFeed And in the past, liste tous les new feed for that utilisateurs. user, it basically converts to them, checks, do we have that post already in our database? And Si maybe vous something has avez le changed, like FetchFeed, like you're coming in or cela any les comments or convertit whatever. systématiquement. And then, Est-ce it's qu'on a ce basically poste? Est-ce updating qu'on a it. déjà And if ça I dans la call base de the données? Est-ce qu'il y a eu persist des method, changements? if I call the flush method, then basically all these ACL checks Et ça fait des mises à jour. Et si je prends la méthode Crush, toutes ces vérifications sont faites systématiquement. Et s'il y a un échec, vous aurez une annonce qu'il y a un candidat. Donc, ce qui vous bien remarquer sur cette ligne-là, par exemple, donc si on utilise cette méthode, c'est la méthode par extraction. On veut bypasser tous les vérifications de sécurité. Cela signifie que vous utilisez aussi le voteur en haut de la hiérarchie qui évite toutes les vérifications. Donc, dans la méthode FetchFeed, par extraction, vous pouvez faire courir toutes les vérifications de sécurité. C'est une question, mais oui, vous pourriez la réponse, appeler le service et faire ça manuellement, absolument. Mais il faudrait l'injecter, ça s'appelle RunS Indicationnel, je sais quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais vous pouvez appeler ce gestionnaire vous-même et le faire manuellement. So that's for ACL. Next use case. In my application, Maintenant, I do ça not c'était want to le use an cas ORM, 3 dans ACL. Maintenant, but receive le cas all 4, user details from dans mon an application, je ne veux pas API. utiliser un ORM, mais je veux recevoir tous les détails de l'utilisateur à partir d'API. C'est une application Java-based qui va me donner toutes les données, qui est très performant, et je veux utiliser mon Symfony sur le front-end. Comment est-ce que je peux procéder? Eh bien, ce dont vous avez besoin, c'est un fournisseur d'authentification que vous changez. Vous avez également de faire un peu de configuration. Donc, c'est assez simple. C'est une seule classe. Connecter API. Donc, ce qu'on fait ici, on suppose qu'on a un client API et API. Et la clé, dans ce cas, c'est le nom du pare-feu que vous avez. Mais c'est comme tous les autres fournisseurs que vous avez. Accès au pare-feu. Et on appelle une méthode API qui vous correspondra à une méthode sur l'application Java. Mot de passe de l'utilisateur qui est repassé sur l'application Java. Qui permet de valider l'utilisateur.
Donc, on utilise, ici, le nom, mot de passe ou l'utilisateur ne sont pas corrects. On n'a plus besoin de l'encodeur de l'utilisateur. Ce n'est plus nécessaire. On n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'utiliser cela. Parce que si la question est souvent, je n'ai pas un mot de passe. C'est envoyé sur l'application. Mais bien, je ne sais pas comment l'encoder, quoi faire, l'encrypter. Et la réponse est utiliser un fournisseur d'authentification. C'est tout. Vous pouvez aussi faire quelque chose comme avoir tous les détails sur l'utilisateur, les retrouver sur le back-end. Donc c'est très simple. Et ensuite, on a une base de notification API sur Symfony. Un autre cas d'utilisation, dans mon appli, je veux utiliser un login par index. Si quelqu'un soumet un formulaire, c'est via Ajax en arrière-plan et ce n'est pas une vraie requête que l'utilisateur voit. Qu'est-ce qu'il faut changer pour le faire? Eh bien, on change le Success Sender d'authentification et le gestionnaire de failure. Alors, Success Sender, ça convertit le token qui a réussi. En cas d'exception, c'est converti en une réponse. C'est aussi simple. Voici un peu de code. Il y a 3 classes. Vous avez Ajax Failure Handler. Donc, on vérifie d'abord, est-ce que c'est une demande XML ou HTTP? Si c'est demandé par Ajax, ou peut-être que c'est une requête normale, et dans ce cas, on ignore. Si c'est une requête Ajax, on envoie une réponse adjacent. Mais il ne faut pas le faire ici, parce qu'en fait, il ne faut pas faire cette partie-là, parce que le message pourrait contenir des informations que vous ne voulez pas divulguer. Mais à part ça, c'est ça qu'il faut. Vous avez aussi des Ajax Success Handler. Alors, est-ce que c'est une demande HTTP ou XML? Et sinon, on l'ignore. Et comment faire au niveau de l'authentification? Eh bien, il faut simplement rajouter pour chaque méthode. Pour chaque méthode d'authentification, on peut définir quel Success Handler et le Failure Handler qu'on souhaite utiliser. Pour Access Tonight, on pourrait utiliser les ID services et c'est tout. Et vous avez l'authentification basée sur Ajax dans votre applicatif. Un autre cas d'utilisation dans mon appli, j'ai envie d'avoir un chemin localisé pour le login. C'est quelque chose que, vous savez, on n'a pas la capacité dans Symfony 2 lui-même de faire des routages IAD. Ce n'est pas si facile à faire si vous allez dépendre uniquement sur Symfony 2. Ma recommandation dans ce cas, c'est que si vous avez un applicatif simple ou une configuration simple, qui ressemble à ça. C'est assez simple de faire ça. Vous avez un login basé sur un formulaire et le login path, c'est la route et le check path, c'est le route de login check. Et ce qu'il faut faire, c'est d'installer un autre bundle et ça ressemble vraiment à comme ça sort du paquet. Vous avez ce bundle de routage. Si vous l'installez, automatiquement, vous aurez le end routing IAT pour le end-path et le check-path. Si vous voulez utiliser ce bundle, si vous ne voulez pas l'utiliser, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est copier ce que fait le bundle. Parce qu'autrement, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Je pense qu'il y a aussi un autre bundle qu'on peut utiliser. Voyons si vous ne souhaitez pas utiliser IATIN pour le login. Comme l'utilisateur voit ça, mais pour le checkpath, peu importe et peu m'importe. Si on veut le désactiver, eh bien, il faut simplement rajouter des options. Et puis, I18N.
Donc, on va la désactiver pour cette route spécifique. Et on va utiliser le chemin non localisé sans rien changer dans la configuration de la sécurité. Donc, ça reste toujours pareil. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Je pense qu'on a encore un échantillon. Qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, c'est la configuration. C'est très simple. Le dernier cas, dans mon application, je veux proposer plusieurs options de login, Twitter, Facebook, etc. Et aussi par formulaire. Donc, il faut le mettre en place comment? Supposons que vous avez une base de données qui ressemble à ça. Vous avez un utilisateur, un objet. Il y a un nom d'utilisateur qui pourrait être un email et un mot de passe. Et vous avez différents comptes. Et vous avez des relations de 1 à 1 sur le compte Facebook. Vous avez l'ID Facebook et le compte Twitter. Vous avez l'ID Twitter avec plus d'informations comme OLTalk et tout ce qu'il vous faut. Comment est-ce que je connecte ça à mon applicatif? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour que ça marche? Eh bien, il faut changer plus de classes. On a changé le point d'entrée et on a changé différents fournisseurs d'utilisateurs. On va regarder le code. Hein. So let's start with the entry point. On va commencer par le entry point. Ce qu'il nous faut, c'est un entry point on peut échapper pour l'authentification pour toutes les options dont on va faire usage. Donc, à le point d'entrée de Facebook, on va injecter le Twitter et on va injecter aussi le formulaire. Le form entry point. Et en fait, là, on va regarder quelle est la route qui est en train d'être utilisée et qu'est-ce qu'il faut déclencher. Donc, si c'est Facebook, on va déclencher le Facebook entry point. Si c'est Twitter, on va déclencher le Twitter entry point. Et par défaut, si tout ça ne marche pas, eh bien, on va envoyer l'utilisateur le form entry point où on peut afficher les options de login pour Facebook et Twitter aussi. Donc voilà, c'est comment on va connecter tout ça dans la configuration. C'est un peu plus long. Hein. On change une ligne, on met entry point et on rajoute le service ID de notre entry point par défaut. Et on l'utilise aussi. On a différents fournisseurs. On en a un pour Facebook, on en a un pour Twitter. Il y en a aussi un truc basé sur email qui est pour les formulaires. Et par défaut, on utilise un provider d'authentification de base par défaut qui cherche l'utilisateur basé sur l'ID. Voici le système par défaut. Et après, pour Facebook, on utilise Facebook. Pour Twitter, on utilise Twitter. Et pour les formulaires, on utilise un lookup basé sur l'email. Donc, ça ressemble à quoi? De fournisseurs, les différents providers sont très similaires. Tout ce que cela fait, c'est envoyer une requête. On va sélectionner l'utilisateur soit basé sur l'ID, soit on pourrait utiliser, si vous avez un fournisseur à base d'email, on peut faire la même chose, mais en utilisant le mail. Même méthode. Donc, l'idée est passée ici. Soit cela vous rend le nom d'utilisateur avec un found exception, not found exception. Et pour le fournisseur Twitter et Facebook, qui sont similaires, hein, on utilise un peu plus. Surtout, on fait un lookup de query un peu plus complexe parce qu'il y a un join et on sélectionne l'utilisateur qui a le bon compte associé. Mais si ça ne l'a pas, si ça n'existe pas, ou pas encore, on a l'option également de créer l'utilisateur. S'il se logue la première fois et clique sur Twitter, je veux me loguer avec Twitter, eh bien, on veut aussi créer le compte s'il n'existe pas encore. Donc l'utilisateur a la meilleure expérience possible dans ce cas. Ce que cela vous permet, c'est de, si le token n'existe pas, le fournisseur du Twitter, la méthode d'authentification fait appel le create user de AccessTalk. Et ensuite,
On crée l'utilisateur, on met en place le compte et par le biais de persistance, on l'utilise. Okay. Et après, on le vide avec le flash. Il Il l'a pas dit. Donc pour Facebook, c'est très similaire. Vous avez le user provider qui peut créer le compte si ça n'existe pas. Et on a différents login paths. On a un login check, on va regarder le contrôleur de sécurité. On a un third-party login et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on traite le Access Denied Exception qui va déclencher l'entry point. Si c'est Facebook, eh bien, on va déclencher le point d'entrée de Facebook. Si c'est Twitter, etc. Et pour le login check, c'est à peu près la même chose. Mais la différence, c'est simplement qu'on va déclencher l'authentification listener par la méthode d'authentification. À part cela, c'est la même chose. Donc, on pourrait dire, bon, on a créé l'utilisateur, mais je veux aussi que l'utilisateur entre son mail, même s'il login par Twitter. Comment est-ce que je peux lui obliger? On utilise ensuite un listener supplémentaire qui, en fait, va obliger l'utilisateur de compléter les informations s'il le souhaite, s'il veut accéder à une page. Il écoute la requête actuelle et vérifie est-ce qu'on a un utilisateur de contexte sécurité, sinon je m'en vais, je ne vais pas aller plus loin. Si l'utilisateur a déjà complété, s'il a rentré son adresse mail, déjà, s'il a adressé son mot de passe, est-ce que vous voulez le renforcer? Eh bien, vous pouvez le faire, vous pouvez l'obliger, si vous voulez. Mais si c'est déjà complété, eh bien, on est ici. Et si ce n'est pas encore rempli, eh bien, on oblige à l'utilisateur, on oblige un contrôleur d'entrer en action. Et donc, on va forcer the account controller de l'intérieur du user bundle et l'action complète. Donc on va invoquer ça. L'utilisateur ne pourra accéder à aucune autre page sauf s'il a fini de rentrer des données pour le compte. Donc c'est possible à ce niveau-là. Encore une chose, si vous voulez permettre aux utilisateurs de lier des comptes multiples à Twitter plus Facebook par exemple, au même utilisateur, en fait, il vous faut le faire sans utiliser le composant de sécurité. On peut l'utiliser pour le premier compte. S'il se logue d'abord par Twitter, on peut créer le compte utilisateur. Maintenant, s'il veut aussi se loguer par Facebook, eh bien, il faut une action séparée où on lui permet de pouvoir lier son compte Facebook. Ça ne peut pas passer par le security component. Ce n'était pas conçu pour. Donc, voilà un point important qu'il faut garder à l'esprit. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup.